J'étais fils unique et j'avais perdu ma mère depuis 10 ans. La restauration, qui rendit à ma mère des biens considérables, ruina mon père. Il avait jadis acheté plusieurs terres données par l'empereur à ses généraux en pays étrangers. Et depuis 10 ans, il luttait avec des liquidateurs et des diplomates, avec les tribunaux prussiens et bavarois pour se maintenir dans la possession contestée de ces malheureuses dotations. Aussitôt, mon père me jeta dans le labyrinthe inextricable de ce vaste procès d'où dépendait tout notre avenir. Ainsi, le jour où mon père paraissait en quelque sorte m'émanciper, je tombais sous le joug le plus odieux. Il fallut combattre comme sur un champ de bataille, travailler nuit et jour, aller voir des hommes d'État, tâcher de surprendre leur religion, tenter de les intéresser à notre affaire, les séduire, eux, leurs femmes, leurs valets, leurs chiens, et déguiser cet horrible métier sous des formes élégantes, sous d'agréables plaisanteries. Mes divertissements étaient encore des plaidoiries et mes conversations des mémoires. Jusque-là, j'avais été vertueux par l'impossibilité de me livrer à mes goûts de jeune homme. Puis, faute de temps et d'argent, mais craignant de causer la ruine de mon père ou la mienne par une négligence, je fus mon propre despote. Je n'osais me permettre ni un plaisir, ni une dépense. Alors j'étais ainsi, je voulais donc justifier la confiance de mon père. Naguère, je lui aurais dérobé délicieusement une chétive somme, mais portant avec lui le fardeau de ses affaires, de son nom, de sa maison, je lui eusse donné secrètement mes biens, mes espérances, comme je lui sacrifiais mes plaisirs, heureux même de mon sacrifice. Aussi, quand M. de Villèle exhuma, tout exprès pour nous, un décret impérial sur les déchéances et qu'il nous eût ruinés, je signai la vente de mes propriétés, n'en gardant qu'une île sans valeur, située au milieu de la Loire et où se trouvait le tombeau de ma mère. Les larmes que je vis dans les yeux de mon père furent alors, pour moi, la plus belle des fortunes, et le souvenir de ces larmes fait souvent ma consolation. 10 mois après avoir payé ses créanciers, mon père mourut de chagrin. Il m'adorait et m'avait ruiné. Cette idée le tua. En 1826, à l'âge de 22 ans, vers la fin de l'automne, je suivis tout seul le convoi de mon premier ami, de mon père. Peu de jeunes gens se sont trouvés, seuls avec leurs pensées derrière un corbillard, perdus dans Paris, sans avenir, sans fortune. Les orphelins recueillis par la charité publique ont toujours un père, un avenir, une fortune. Leur fortune est le champ de bataille. Leur père, le procureur du roi, le gouvernement ou l'hospice. Moi, je n'avais rien, rien. 3 mois après, un commissaire-priseur me remit 1112 francs, produit net et liquide de la succession paternelle. Des créanciers m'avaient obligé de faire la vente de notre mobilier. Accoutumé dès ma jeunesse à donner une grande valeur à tous les objets de luxe dont j'étais entouré, je ne pus m'empêcher de marquer une sorte d'étonnement à l'aspect de ce reliquat exigu. « Oh !» me dit le commissaire-priseur, « tout cela était bien rococo !» Quel mot épouvantable! Il flétrissait toutes les religions de mon enfance et me dépouillait de mes premières illusions les plus chères de toutes. Ma fortune se résumait par un bordereau de vente. Mon avenir gisait dans un sac de toile à peine gonflé par 1112 francs. La société m'apparaissait en la personne d'un huissier-priseur qui me parlait le chapeau sur la tête. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme et me placèrent, jeune encore, dans la plus fausse de toutes les situations sociales. Mon âme, sans cesse arrêtée dans ses expansions, s'était repliée sur elle-même, et plein de franchise, de naturel, je devais paraître froid, dissimulé. Le despotisme de mon père m'ayant ôté toute confiance en moi, j'étais timide et gauche. Je ne croyais pas que ma voix pût exercer le moindre empire. Je me déplaisais, je me trouvais laid et j'avais honte de mon regard. J'étais la proie d'une excessive ambition, je me croyais destinée à de grandes choses et me sentais dans le néant. Puis j'avais besoin des hommes et je me trouvais sans amis. Je devais me frayer une route dans le monde et je restais seule parce que j'y étais honteux.